Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour la présentation de l'émission Enjeux. Nos invités aujourd'hui, le professeur Ronnie Desroches du secteur de la société civile, qui sera interrogé sur le processus électoral à 8 jours du scrutin. Notre deuxième invité, le professeur Guy Etienne, directeur du collège 4 Pressoir, qui nous présentera le diagnostic du système éducatif haïtien au moment où tous les candidats ils parlent de l'éducation comme l'une de leurs priorités. Et puis notre troisième invité, le professeur Jean-François Savard, un professeur canadien, québécois, et qui va nous parler de l'importance de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Nous avons avec nous le professeur Ronnie Desroches de l'OCID. Nous sommes à une semaine de la tenue de ces élections en Haïti. Professeur Desroches, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux sur RFM. Bonsoir Rothschild, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices de RFM. Alors le 9 octobre, ça y est, donc on est à une semaine du 9 octobre. Donc on peut dire que les élections vont pouvoir se tenir. Absolument, naturellement, il faut compter avec Mathieu, qui est dans les parages, mais apparemment, il semble qu'il ne représente pas un danger pour nous. Bon, je pense que si et nous n'avons pas de problème avec ce cyclone, je pense que les élections vont bien avoir lieu le 9 octobre. Alors, comment vous trouvez la machine à une semaine de la tenue de ces élections, professeur Ronnie Desroches ? Bon, écoutez, jusqu'à présent, je crois que la machine tient la route. Les cartes d'accréditation pour les observateurs, semble-t-il, vont arriver ce week-end. On nous a promis de les distribuer au début de la semaine prochaine. Enfin, déjà, on sait que le nombre d'observateurs qu'il y aura. Il semble quand même qu'il y a eu une très forte réduction, n'est-ce pas, du nombre d'observateurs. De 10 000, il semble qu'on est passé à 4 000. Donc, il y a eu une bonne épuration qui a été faite, etc. Je crois que c'est bien de s'assurer que ce soit les gens sérieux qui ne se sont pas inscrits comme mandataires ou bien qui, n'est-ce pas, sont effectivement dans la liste, n'est-ce pas, des électeurs qui ont leur carte de signe, leur carte d'identification nationale et tout cela. Bon, je crois que ça montre quand même le sérieux du CEP de bien faire les choses, même si ça peut donner parfois quelques petits problèmes aux organismes d'observation. Mais quand même, je crois que c'est une chose trop sérieuse, n'est-ce pas, les élections dans un pays, pour prendre ça à la légère. Alors, professeur Ronnie Desroches, vous dites qu'il y aura 4000 observateurs à travers le pays ? À peu près, 4000 et quelques. Je me souviens pas du chiffre exact, mais c'est 4000 et quelques. Oui, c'est ça. Ce qui est nettement différent des années précédentes où vous aviez au-delà de 10 000 observateurs et parfois parmi ces gens, il y avait des personnes qui étaient aussi refilées par des partis politiques, etc. Alors, c'est positif le fait d'avoir seulement 4000, moins de 4000 ou bien... Si ce sont de véritables observateurs, d'après les informations que j'ai, ce sont quand même des organisations qui sont spécialisées et qui font, n'est-ce pas, l'observation électorale depuis déjà de nombreuses années. Bon, vous avez nous autres au niveau de l'OCID, on en aura un peu plus que 1200, 1246. J'ai vu que GILAP, par exemple, en aura près de 700. Enfin bref, CONAN, RNDDH, POHDH, ce sont des organisations connues. C'est pas des nouveaux venus qui viennent brusquement faire de l'observation électorale. Ce sont des organisations qui ont l'habitude. Donc je pense que c'est bien. Et puis maintenant, je crois que ce qu'il y a de bien, d'après les informations que j'ai, c'est que les
4 ou 5 grands partis politiques auront un mandataire dans presque chaque bureau. Peut-être qu'ils auront 200 ou 300 bureaux sans mandataire, ce qui est peu, n'est-ce pas? Donc, et nous avons près de 12 000 bureaux. Ils ont fait un gros effort côté mandataire. Et ça, c'est une bonne chose, parce que au moins, le dépouillement se fera en présence des mandataires. Et puis, bon, ils auront une copie du procès-verbal, en tout cas les 2 premiers. Et puis, bon, il y a cette innovation intéressante, à savoir que les procès-verbaux seront photographiés par les superviseurs qui enverront ça tout de suite au CEP pour que ceci soit posté immédiatement sur le site, ce qui signifie que même s'il y aurait des mésaventures dans le transport, mais grâce à la technologie, n'est-ce pas, le PV sera déjà visible par le grand public. Concernant ce observateur, est-ce que vous allez travailler ensemble? Il y aura une certaine coopération entre les différentes organisations qui vont déployer des observateurs sur le terrain pour éviter que tous les observateurs ne soient cantonnés à la capitale ou bien dans les grandes villes? Bon, nous, par exemple, au niveau de l'OCID, vous savez que nous le faisons, nous déployons nos observateurs selon un échantillon qui est représentatif de l'ensemble des bureaux de vote. Ceci a été fait par un professeur de statistique à partir de formules algorithmiques, etc. Donc, ce qui signifie que vous en aurez, disons, sur tout le territoire, naturellement, 1200, n'est-ce pas, par rapport à 12 000 bureaux. Et c'est une proportion, si vous voulez, mais ils seront équitablement répartis sur le territoire. Et les autres, certainement. Maintenant, les autres, alors nos observateurs, ils devront être nécessairement sur le point d'échantillon, n'est-ce pas, qui leur est assigné. Parce que si on veut que l'on puisse projeter les constats envoyés par les observateurs sur l'ensemble de l'univers, si vous voulez, des bureaux de vote, il faut qu'ils soient sur le point d'échantillon, sur le point qui se figure dans l'échantillon. Tandis que les autres observateurs, ils peuvent aller dans ce bureau plutôt que dans celui-là, ils peuvent passer un moment dans ce bureau, aller dans un autre bureau, et en principe, les observateurs ne sauraient avoir de limite non plus, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller d'un centre à un autre, d'un bureau à un autre, pour voir si tout se passe bien. Les nôtres, ils resteront toute la journée dans le bureau pour s'assurer, n'est-ce pas, que tout se passe bien du début jusqu'à la fin. Parce qu'ils auront 2 formulaires. Un formulaire, n'est-ce pas, pour le début de la journée, et il y a peut-être une trentaine de questions auxquelles ils doivent répondre, et un formulaire pour, n'est-ce pas, la fin de la journée, où il y a aussi beaucoup de questions auxquelles ils doivent répondre. Bon, pour les autres qui ne travaillent pas sur la base d'un échantillon, ils peuvent se déplacer. Donc, je suis sûr qu'avec ça, de ces 4000 observateurs, il y en aura certainement dans tous les centres, n'est-ce pas, de vote. En ce qui concerne les observateurs internationaux, donc le nombre a été réduit. Oui, effectivement, sauf que l'OEA envoie une mission qui s'appelle Full-Fledged, ça veut dire une mission complète, et je crois qu'ils auront, j'ai pas le nombre exact, mais ils auront un bon nombre de personnes qui seront déployées, d'observateurs internationaux qui seront déployés. C'est vrai que l'Union européenne n'en enverra pas, c'est vrai que et peut-être qu'il n'y aura pas une mission spéciale des États-Unis, mais la plupart des ambassades auront quand même du monde à circuler un peu partout pour voir un peu comment les choses se passent. Bon, nous autres, nous donnerons une conférence de presse vers 1h, le jour du scrutin, et puis on donnera une deuxième conférence de presse le lendemain autour de la même heure. Donc la première conférence, ce sera pour dire comment ça a commencé. La deuxième conférence, on donnera quand même une idée de la façon dont ça s'est terminé, par exemple pour dire quel a été le taux de participation, par exemple, parce on aura la capacité de déceler le taux de participation à partir des données que nous recevons. Une fois que les données seront stabilisées statistiquement, on pourra donner ces informations.
Léopold Berlanger, le président du CEP, il a annoncé la publication des résultats des élections dans moins de 8 jours. C'est possible selon vous? Tout à fait, tout à fait. Parce que, écoutez, nous sommes 27 750 km², c'est un peu un plat de main, comme on dit chez nous, n'est-ce pas, un tout petit pays. Donc, ce qui signifie qu'il n'y a aucune raison pour que le lundi, tous les procès-verbaux ne soient sur place. Et maintenant, le fait que, je sais que le CEP a fait un effort cette année pour donner une meilleure formation aux membres des bureaux de vote. Ils ont presque doublé le nombre d'heures accordées pour la formation. Donc, nous espérons que les procès-verbaux seront de meilleure qualité. Si les procès-verbaux sont de meilleure qualité, cela veut dire qu'il y aura moins de procès-verbaux à être écartés, moins de procès-verbaux à être envoyés, n'est-ce pas, aux avocats vérificateurs. Et ça veut dire que ça retardera moins le processus. En ce qui concerne la tabulation, si les équipes travaillent rapidement, on devrait pouvoir tabuler ça rapidement. D'autant plus que cette fois, il y aura quand même moins de candidats. Là, avant, il y avait près d'une 50aine pour la présidence. Tandis que là, ma foi, on en a théoriquement 27, mais j'ai l'impression que ceux qui obtiendront véritablement des voix, ils ne dépassent pas 6 ou 7. Vous voyez, donc la tabulation ira beaucoup plus vite, à mon sens. Je pense que c'est jouable dans 8 jours. Et moins ça prend de temps, moins il y a de temps aussi pour magouiller, n'est-ce pas? Alors naturellement, ça je suppose que c'est les résultats préliminaires, n'est-ce pas? Après, il y aura les contestations, etc. Mais à partir du moment où les procès-verbaux seront sur le site et que ces procès-verbaux auront été postés quelques heures simplement après la fermeture, il faudra beaucoup d'audace pour venir dire que voilà, j'ai tous les procès-verbaux, et voici mes bons procès-verbaux, etc. Tout le monde pourra voir. Parce que quand même, les gens ne s'en rendent pas compte, il y a un gros effort de transparence qui est fait dans le processus électoral haïtien. Il y a un gros effort, et si maintenant ils postent véritablement les PV sur le site, eh bien là, vraiment, n'importe quel citoyen lambda peut aller voir les procès-verbaux. Et d'ailleurs, n'importe quel candidat, par exemple, pour les candidats à la présidence, ils ont tout intérêt le soir même à avoir une équipe. N'est-ce pas? Et comme on l'a dit tout à l'heure, et les grands candidats, si vous voulez, ceux qui ont une bonne notoriété, une bonne popularité, ils auront des mandataires dans presque tous les bureaux de vote. Ce qui signifie qu'ils vont pouvoir recueillir beaucoup de PV. Et de même que le superviseur peut faire une photo, n'est-ce pas, des PV du centre, eh bien, leurs mandataires peuvent aussi faire des photos. Parce qu'en principe, il y a une copie du procès-verbal qui devra être affichée dans le bureau de vote, n'est-ce pas? Donc, il peut faire. Et ce qui signifie qu'en une soirée, un candidat à la présidence avec une équipe d'une 20aine de personnes, ils peuvent arriver à tabuler tous leurs résultats et à dire nous avons tant de voix. À propos du centre de tabulation, on pense qu'il y a toujours quand même des suspicions au niveau du centre de tabulation qu'on avait appelé centre de fabulation des résultats. Tribulation. Bon, écoutez, vous savez, moi je peux vous dire que c'est pas tellement au niveau du centre de tabulation que les choses se passent. Et bon, bien sûr, il y a, comme je l'ai signalé tout à l'heure, des procès-verbaux qu'on peut mettre en quarantaine ou bien qu'on peut écarter. Là, il y a une possibilité de magouille réelle. Par exemple, supposons que X est candidat et que je veux éliminer un certain nombre de bureaux où il, n'est-ce pas, mène. Eh bien, je peux dire, ces procès-verbaux ont des problèmes. Parce qu'il y aura toujours des problèmes, surtout avec des membres de bureaux de vote qui sont peu compétents, qui écrivent mal, etc. On trouvera toujours des problèmes pour écarter. Donc là, on peut faire perdre à quelqu'un des voix en écartant des bureaux où il a un nombre de voix intéressant. Vous voyez? Donc ça, il y a cette possibilité. Mais c'est pas dans la tabulation même. Parce que là, vous avez
un double check, un double contrôle, parce que les données sont rentrées 2 fois par des équipes indépendantes. Et s'il y a une différence entre les 2 saisies, on fait une 3e saisie pour savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, c'est pas tellement au niveau de la saisie qu'il y a des problèmes, c'est au niveau de cette vérification par les avocats vérificateurs qu'il peut y avoir. Bon, cette fois, je crois qu'il va y avoir un processus plus transparent pour leur choix. Donc, je suppose que on aura des gens qui ne vont pas, n'est-ce pas, avoir une attitude partisane dans ce travail. Et ma foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si les PV sont effectivement postés, ça va être très difficile de magouiller. Maintenant, l'un des points qui donnait aussi des problèmes, par exemple la dernière fois, c'était dans le transport. Parce qu'il y a beaucoup de PV qui sont jamais arrivés au centre de tabulation. Vous voyez? Alors là aussi, supposons que pour une raison ou pour une autre, le PV n'arrive pas. Et si le PV vient de bureau où tel candidat menait, le candidat perd. Vous voyez? Donc, il faut aussi être très vigilant en ce qui concerne le transport des PV. Vous voyez? Bon, et là, je pense que si la police fait son travail, parce que tous les convois doivent être accompagnés d'un policier. Et l'une des choses qu'on avait recommandées aussi au niveau de la commission, c'était que à tout moment, il y ait des récépissés. C'est-à-dire le président du bureau de vote remet au superviseur, eh bien, le superviseur atteste qu'il a reçu. Le superviseur va remettre ça au BEC, puis au BED, etc. Il faut qu'à tout moment, quelqu'un atteste avoir reçu ceci, cela. De telle sorte que sur tout le parcours du procès verbal, n'est-ce pas, il y ait des traces écrites. Vous voyez, pour qu'on sache si jamais le procès verbal de tel bureau n'arrive pas, à quel niveau il y a eu un problème. Vous voyez, donc si on le fait, si premièrement la police accompagne convenablement, s'il y a quand même des récépissés qui sont signés par les récepteurs à tout niveau, eh ben, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'un procès verbal dans un petit pays de 27 750 km² se perde. Alors, professeur Oni Desroches, l'une des préoccupations de la population aujourd'hui, est-ce que les candidats vont pouvoir accepter le verdict des urnes? Bon, vous savez, nous sommes de mauvais perdants dans ce pays. Et vous savez que dans notre mentalité haïtienne, nous n'aimons pas l'évaluation. Moi, en tant que responsable d'institution, j'en fais souvent l'expérience. On n'aime pas être évalué. C'est tout un apprentissage quand il faut porter les gens à la fin de l'année à être évalué par son supérieur hiérarchique pour dire voici les points forts, voici les points faibles, etc. Et nous voyons ce travers au niveau des élections. Les gens n'aiment pas perdre. Je ne me fais pas d'illusions. Je vois difficilement parmi les 5 candidats qui mènent aujourd'hui à la présidence, qui est ce fair play, 5 ou 6, qui est le fair play de dire, écoutez, X a gagné, il y aura toujours des réactions. D'ailleurs, on a l'impression qu'il y a des gens qui commencent déjà à préparer l'opinion publique, en dénonçant ceci, en dénonçant cela, etc. C'est une façon pour dire que, vous voyez ce que je vous avais dit, on préparait des coups bas, etc., etc. Et il y aura certainement, d'autant plus que, bon, la dernière fois, en 2015, ça a marché. On a dénoncé, on a annulé, il y en a qui espéreront encore. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette fois, le peuple haïtien, quand même, va réagir. Si quelqu'un s'avise de vouloir faire annuler encore ces élections, après que le pays ait perdu de l'argent, alors que nous avons perdu du temps, alors que nous avons une situation qui se dégrade, je pense que là, il y aura un consensus pour dire maintenant le vin est tiré, il faut le boire. Bon, écoutez, je crois qu'il y a un autre facteur qui va jouer encore cette fois. C'est quand même le degré de crédibilité du CEP.
je crois que jusqu'à présent, à une semaine des élections, on n'a pas grand-chose à reprocher au CEP. Il y a eu quelques petites tentatives de dénoncer ceci ou cela, mais je peux dire qu'ils ont un bon niveau de crédibilité. Et puis si le résultat est donné rapidement, ça veut dire un comptage qui se fait assez rapidement, je pense qu'on devra quand même l'accepter. Moi, une chose que j'aurais souhaité, c'était de voir peut-être les candidats se parler, n'est-ce pas, s'entendre pour dire, écoutez, quel que soit celui qui gagne, on acceptera, n'est-ce pas, la victoire. Mais malheureusement, ce genre de dialogue n'a pas eu lieu, mais il faudra qu'on le fasse. Bon, déjà, le débat qui a eu lieu avec le JIAP a permis quand même qu'ils aient un moment de civilité entre eux, n'est-ce pas? C'est dommage qu'il n'y a pas eu ce deuxième débat qui aurait pu renforcer la civilité. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent, qui pensent que le pays peut-être pourrait basculer dans la violence après la publication de ces résultats, justement en raison de ces candidats qui pourraient être des mauvais perdants. Je ne pense pas. Je crois que le gouvernement actuel a tout intérêt à ce que ça se passe bien. N'est-ce pas? J'ai entendu le Premier ministre qui, enfin, a sorti un beau morceau de littérature en créole. Vous l'avez certainement entendu. C'était très bien dit, etc. On voit qu'il veut encourager tous les citoyens à aller voter, n'est-ce pas, à participer et tout ça. Donc, je crois que ce gouvernement a tout intérêt à ce que le peuple le remercie d'avoir bien conduit ces élections, d'avoir bien conduit le processus sans partisanerie, etc., et d'avoir bien tenu un climat de sérénité, de non-violence et tout ça. Tous ceux qui participent à ce gouvernement, à commencer par le président Privert, politiquement, ils ont tous à gagner pour l'avenir, n'est-ce pas, d'un satisfecit de la part du peuple haïtien. Mais ce que je sais, c'est que si le gouvernement ne veut pas qu'il y ait de la violence, il n'y aura pas de violence. C'est quand le gouvernement lui-même favorise cette violence, tolère cette violence, que cette violence se déploie, se développe, etc. Or, encore une fois, comme je l'ai dit, je ne crois pas qu'ils ont intérêt aujourd'hui à favoriser X, Y ou Z, n'est-ce pas, en leur permettant de faire de la violence. Au contraire, ils ont tout intérêt à ce que les choses se passent bien, parce que même si la communauté internationale n'a pas beaucoup participé au financement des élections, etc., ils ne sont pas indifférents. Ils regardent tout ça de très près et ils ont aussi leur poste d'observation, même quand ils ne déploient pas les gens. Et comme vous le savez, les élections, ça ne concerne pas seulement le pays, la nation, le peuple, ça concerne aussi nos voisins, ça concerne aussi nos partenaires internationaux, parce qu'ils veulent quand même que ce soit les élus légitimes, n'est-ce pas, avec lesquels ils puissent traiter convenablement. Alors, merci beaucoup, professeur Ronnie Desroches, de l'OCID, d'avoir été l'honnête invité à notre émission aujourd'hui pour parler de ces élections qui nous arrivent dans pratiquement une semaine. Merci beaucoup. Merci à vous et puis à très bientôt. Nous avons avec nous le professeur Guy Etienne, directeur du collège Quatre-Pressoirs. Guy Etienne qui avait été classé parmi les 10 premiers professeurs mondiaux. Guy Etienne qui a pu obtenir une médaille d'or de cette société, ce concours qui s'est déroulé à Dubaï. Monsieur Etienne, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir Rothschild, bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Alors, monsieur Etienne, on est en pleine campagne électorale et entendre les différents candidats à la présidence, ils parlent tous de l'éducation, c'est une priorité. Pour faire avancer le pays, il faut l'éducation. Mais juste avant de parler de ça, on sait que le système, il est bien en panne. Ben oui, en effet. Et là, on entend effectivement tous les politiciens, de quel que soit du milieu, quelles que soient les tendances politiques, dire toujours l'éducation. Mais quelle éducation? Et quand on constate maintenant qu'effectivement,
Le système, je ne dirais même pas est en panne, le système est en agonie parce que c'est un système qui ne répond pratiquement plus à aucun besoin de développement, particulièrement quand on regarde à travers le monde comment ça se passe, quand on regarde le développement fulgurant de la science et de la technologie, notre système, il est sérieusement en agonie. Vous dites en agonie, ça c'est très fort. Ben oui, je le dis, je le martèle, parce que c'est un système qui est complètement dépassé, un système désuet, un système dans lequel les enfants continuent encore à apprendre par cœur, alors que les connaissances sont là, disponibles. Avec le numérique, avec la technologie, on peut avoir les informations en un clic. Et les élèves continuent d'étudier encore par cœur. Je ne dis pas que la mémorisation n'est pas nécessaire. Elle est nécessaire. Mais la mémorisation pour faire quoi? Si c'est uniquement pour réciter, avoir des notes et puis c'est fini, on oublie, par la suite, c'est un système qui ne fera pas avancer les enfants. Et d'ailleurs, avec ce système de mémorisation à outrance, sans comprendre, le système d'évaluation est devenu totalement désuet aussi. Parce qu'on mesure seulement ce que l'enfant a étudié. Mais quelles sont les compétences réelles de l'enfant? Comment peut-il intervenir dans le développement de son pays? Ce n'est pas mesuré par notre système éducatif. Alors, c'est une école à deux vitesses, on peut le dire? Une école à deux vitesses ou une école à plusieurs vitesses, moi je profite pour le dire. À chaque fois que le ministère de l'Éducation dit qu'on ne peut pas avoir d'école à plusieurs vitesses ou à deux vitesses en Haïti, moi je suis totalement contre. Avec tout le respect que j'ai pour le ministère de l'Éducation, j'estime personnellement que c'est une erreur parce que nous devons justement avoir des écoles à plusieurs vitesses. Et j'ai tendance à minimiser ou j'ai tendance à prendre en image, si on veut avoir une seule vitesse, il n'y a qu'un seul moyen pour un véhicule d'aller à une seule vitesse, c'est en marche arrière. Quel que soit le véhicule, pour avancer, il change de vitesse et selon la situation, le chauffeur sait comment changer de vitesse pour s'adapter à la situation. Moi, je souhaite justement des écoles à plusieurs vitesses, mais que toutes les écoles qui ne marchent pas à la même vitesse, qui ne roulent pas à la même vitesse que celles qui vont vite et qui répondent aux besoins, que ces écoles s'ajustent. Maintenant, que les écoles qui roulent également à grande vitesse donnent la main aux autres pour que le système avance. Une seule vitesse est souhaitable, mais pas cette vitesse dont on souhaite en Haïti, que l'on souhaite en Haïti, parce que souvent j'entends dire, mais non, vous ne pouvez pas aller aussi loin et le système. Non, il faut dire de préférence, le système doit aller vite et loin parce qu'il y a un besoin de développement. Parce que quand même vous dirigez l'une des écoles les plus modernes d'Haïti. On fait de son mieux. On fait de son mieux pour que le collège Katz-Pressois réponde vraiment aux besoins de développement. Chez nous, nous avons toujours eu, et nous le maintenons d'ailleurs, c'est toutes les reconnaissances et les distinctions internationales nous permettent de comprendre vraiment que nous sommes sur une bonne voie. Je ne dis pas sur la bonne voie forcément. L'école pour nous doit répondre à un besoin de développement. Ce qui veut dire qu'à l'école, nous faisons des projections sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Quel genre de citoyen que le pays aura besoin pour le développement, donc comment ajuster déjà l'école. Et la modernisation, oui, les innovations, oui, mais attention, innovation ne signifie pas seulement de nouveaux téléphones intelligents, de nouvelles tablettes numériques. L'innovation pédagogique consiste également à analyser rationnellement les problèmes des élèves et trouver des éléments de solution durables qui permettent aux élèves de pouvoir, se développer, s'épanouir et devenir de vrais acteurs de changement. Pour nous, c'est ça l'innovation, trouver des solutions durables. Alors, professeur Guy-Étienne, l'un des points soulevés par les candidats à la présidence, en tout cas l'une des promesses faites, eh bien, il faut que tous les enfants aillent à l'école, il faut respecter la Constitution. C'est extraordinaire. Si vraiment on pouvait trouver un président qui arriverait à mettre tous les enfants à l'école, ce serait extraordinaire. Mais quelle école? Vous savez, moi je pense qu'il est temps que l'éducation cesse d'être considérée comme un objet. L'éducation doit être un outil de développement.
tous les candidats parlent d'école, de l'éducation. Tous les candidats promettent que tous les enfants iront à l'école. Mais quelle infrastructure qui va être mise en place pour accueillir ces enfants? Quel programme, quel curriculum, avec quel enseignant, quelle qualification des enseignants? Mettre tous les enfants à l'école, oui, mais je ne sais pas, je n'ai pas l'impression d'avoir entendu dans les discours, les campagnes, que nous allons nous assurer que tous les enseignants auront la qualification qu'il faut pour répondre à un besoin de développement, pour promouvoir un système éducatif indispensable au développement. Je n'ai pas l'impression d'avoir entendu que nous allons faire des exigences aux directions d'école, aux directeurs d'école en termes de qualité, en termes de compétences. Mettre tous les enfants à l'école, il faut que ce slogan qui est considéré ou qui considère l'éducation comme un objet, que ce slogan soit accompagné de mesures de telle sorte que l'éducation devienne un outil. Donc en clair, vous pouvez mettre tous les enfants à l'école, mais avec un résultat très pauvre. Non seulement pauvre, mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux de mettre tous les enfants à l'école, mais dans quelle école? Parce que, vous savez, moi je suis persuadé que chaque enfant a des compétences et des capacités pour devenir un acteur de changement. Souvent, nos enfants sont détournés, ou même, je dirais même, presque détruits en termes de compétences par le système éducatif. Mais tous les enfants à l'école, oui, je pose encore la question, quelle école? Parce que nos enfants ont la capacité. Est-ce que ces écoles, sur combien de temps que ces écoles auront la capacité qu'il faut pour analyser vraiment les besoins des enfants, les valeurs des enfants, les potentiels des enfants pour les transformer en acteurs de changement? Et là, au niveau des infrastructures, c'est là où le bas blesse aussi. En effet, moi je crois qu'encore une fois, les écoles ne doivent plus être considérées comme des commerces, comme des boutiques. Il nous faut absolument un accompagnement de l'État. Parce que avoir une école de qualité nécessite, des personnes ressources compétentes. Et qui dit personnes ressources compétentes, on ne peut pas juger sur la compétence d'un enseignant et dire, bien, il est compétent, il rentre en salle de classe. Il faut voir maintenant comment il va s'adapter à l'évolution de la technologie. Donc, il faut que les écoles aient les moyens d'encadrer les professeurs, de continuer à former les professeurs. Infrastructure, il faut que les écoles disposent de laboratoires. Et nous savons tous que les laboratoires coûtent cher. Le matériel de laboratoire coûte cher. Nous rentrons maintenant à l'ère du numérique. Il faut que les écoles soient encadrées par l'État et mais vraiment prises en charge par l'État et en même temps que l'État fasse des exigences de résultats aussi. Moi je dis par exemple les écoles devraient être accompagnées par l'État en termes économiques, au point de vue économique, mais l'État doit faire des exigences de qualité également. Et donc le problème c'est considérer une école comme une boutique, comme un magasin, c'est extrêmement dangereux. Parce que vous vendez par exemple des téléphones cellulaires, ou vous vendez des tablettes, ou vous vendez des ordinateurs, ou une maison concessionnaire de véhicules vend des véhicules et on se rend compte qu'il y a un défaut de fabrique. Le commerce, les industries peuvent rentrer ce matériel défectueux, aller corriger et en sortir d'autres. Mais on ne peut pas jouer avec un enfant. On ne peut pas mettre un enfant en situation pour qu'il devienne un enfant défectueux. Parce que le ramener à la formation, ça peut être extrêmement difficile et dangereux. Donc les écoles ne doivent plus être considérées comme des boutiques, comme des commerces. L'éducation ne doit plus être considérée comme un objet, mais ce sont des outils de développement. Donc, selon vous, les candidats, quand ils parlent, il faut que tous les enfants soient à l'école, mais ils doivent agir notamment sur le plan infrastructurel. Définitivement. Bon, moi je suis nul en politique, je le dis publiquement, je ne sais pas faire de politique, je suis complètement nul, mais quand j'entends un discours politique,
tous les enfants haïtiens iront à l'école, je me dis, mon Dieu, la première question que je pose, quelle école? Mais en tant que technicien en éducation, j'aurais mieux aimé entendre, quand je serai président, je vais doter les écoles d'infrastructures, je vais mettre en place un système de formation continue pour les enseignants, je vais mettre en place un système de formation continue pour les directeurs d'école. Nous allons intégrer l'école réellement dans le développement de la communauté. Et avec tout ceci mis en place, tous les enfants devront aller à l'école. Nous allons donc leur donner à tous la possibilité de gagner leur vie. Mais ça nécessite aussi des fonds très importants avec des promesses pareilles, Étienne. Tout à fait. Mais bon, moi je dis que les fonds sont là. Si on entend les bailleurs de fonds parler certaines fois, il y a de l'argent. Mais il faut des projets viables. Les fonds sont disponibles. Regardez la quantité de véhicules. Moi, je suis un petit peu choqué de voir la quantité de véhicules, services de l'État, IT, OI, officiels, des véhicules neufs, des véhicules qui coûtent excessivement cher et que les lycées n'aient pas de matériel de fonctionnement, que les écoles nationales n'aient pas de matériel de fonctionnement. Les fonds sont là, il faut répartir les fonds. Moi, je vais même très loin. À chaque fois qu'on voit un véhicule officiel ou les véhicules services de l'État, avec les gyrophares maintenant comme des gadgets électroniques, ça coûte de l'argent. Au lieu de mettre ces gadgets dans les véhicules officiels, pourquoi ne pas convertir cet argent en gadget électronique et éducatif pour les enfants du pays? L'argent, on peut en trouver. Il faut seulement réorienter. Maintenant, au niveau des écoles privées, les écoles privées ne sont pas subventionnées. Le collège 4 Pressoir, tout le monde dit que c'est une grande école. Nous voulons effectivement être une grande école. Mais quand nous fermons l'année scolaire, les caisses de l'école sont vides. Parce que nous investissons énormément. Le matériel coûte excessivement cher. Nous avons notre atelier de robotique, par exemple. Mettre en place un atelier de robotique, ça coûte de l'argent. Nous avons installé dans notre atelier de robotique une imprimante à 3 dimensions pour permettre aux élèves de fabriquer leurs pièces eux-mêmes. Mais là, on donne l'opportunité à l'enfant de se développer. Mais ça coûte de l'argent. Donc, il faut absolument, encore une fois, un accompagnement et une meilleure distribution des fonds de l'État pour l'éducation. Alors, concernant la formation des maîtres, ça, c'est un problème crucial, professeur Étienne. Tout à fait, tout à fait. Quand on regarde, par exemple, la Finlande, qui est considérée comme l'un des pays les plus avancés en éducation, le Singapour, qui avance énormément aussi. Mais regardons donc ce que ces pays mettent comme produit intérieur brut, comme pourcentage de leur budget pour le développement de l'éducation. Et dans ces pourcentages, aux alentours de 15-20%, il y a un pourcentage assez élevé pour la formation des enseignants. Parce que la technologie se développe à un rythme fulgurant. Quand on prend par exemple la compagnie Apple qui sort tous les jours de nouvelles tablettes, de nouveaux téléphones, il faut que les enseignants soient capables de les utiliser parce que les enfants les utilisent. Donc ces pays ont fait le choix de mettre le paquet sur la formation des enseignants. Et là, je crois qu'il faut absolument, si nous voulons un développement de la communauté, il faut absolument reconsidérer non seulement la formation des enseignants, mais le statut enseignant aussi. Alors, comment aboutir à tout ça, professeur Étienne? Par exemple, probablement en février, on aura un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement. Comment ces nouveaux responsables du pays pourraient travailler justement sur la question de la formation des maîtres? Parce qu'il y a toujours des conflits entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants. Les enseignants qui réclament de meilleures conditions de travail, ils disent très clairement comment je puis fournir du bon service à mes élèves si j'arrive pas à manger, j'arrive pas à payer une camionnette, etc. Alors comment résoudre tous ces problèmes, éviter ces conflits entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants et puis améliorer les conditions dans lesquelles vivent les enseignants? Bon, alors le comment, c'est un petit peu difficile pour moi parce que je ne suis pas politicien, mais je pense que on devrait espérer en tout cas une vision du système éducatif, mais une vision pour un développement durable. Parce que quand on prend maintenant les objectifs de développement durable 2030, tout est clair, tout est indiqué. Il faut maintenant une volonté de mise en œuvre. Parce que l'un des problèmes que nous avons dans notre système éducatif,
dans le pays de manière générale, les projets sont magnifiques. Élaborer les projets, on en élabore tous les jours. Des projets les plus sophistiqués, les projets qui virtuellement devraient placer Haïti au même stade que les grands pays du monde qui accordent une place importante à l'éducation. Mais le gros problème, c'est la mise en œuvre. On a toujours des projets extraordinaires sans plan de mise en œuvre. Et plan de mise en œuvre, justement, c'est facile aussi. Enfin, quand je dis c'est facile, nous avons des universités, mais là encore, c'est un drame dans ce pays. Parce que il y a à peu près 200, 215 ou 220 universités en Haïti. Mais quelle université aussi? Il faudrait que, suite à la vision du gouvernement, nous espérons un gouvernement qui accordera une place réelle à l'éducation, non pas comme objet, mais comme outil de développement, il faudrait accompagner les enseignants comment en s'adressant aux facultés des sciences de l'éducation. Parce que l'éducation est devenue une science maintenant. Il faudrait s'adresser aux compétences du pays, parce qu'il y a des compétences encore en Haïti. Et il faudrait maintenant constituer des équipes qui travaillent, qui produisent des plans de mise en œuvre et des équipes qui devraient également évaluer continuellement la mise en œuvre de ces nouveaux projets en éducation, rectifier quand il faut le faire, et des équipes qui en même temps devraient regarder tout ce qui se passe ailleurs, regarder le développement de la technologie et se dire comment à tout moment adapter le système éducatif pour que Haïti prenne sa place au rang des grandes nations. C'est possible, il y a des facultés des sciences de l'éducation. L'éducation maintenant est devenue une science. Il faudrait que ce nouveau gouvernement qui vient, on espère, considérera l'éducation comme un outil de développement. Et quand on regarde par exemple l'État français qui vient de confier au CNRS le soin d'analyser, de faire une étude analytique du système éducatif français. Le CNRS, tout le monde sait que c'est le Centre national de recherche scientifique. Or, tout le monde sait que le CNRS, c'est un centre qui travaille sur l'énergie atomique, qui fait de la recherche à un très haut niveau scientifique. Le fait de confier à un CNRS le soin de faire une étude analytique du système éducatif signifie que l'éducation devient réellement une science. Donc n'importe qui ne peut pas s'improviser. Il faut avoir la volonté de mettre en œuvre la formation des enseignants. Parce que qu'on le veuille ou non, un bon système éducatif passe forcément par des enseignants qualifiés, compétents et respectés. Comme je vous dis encore une fois, je ne suis pas politicien, mais quand je regarde ce qui se passe, la quantité de véhicules officiels et quel type de véhicules encore, des véhicules vraiment très chers. Si on pouvait réduire un petit peu ces dépenses pour permettre aux écoles, particulièrement les écoles nationales, les écoles publiques, d'être mieux équipées. Si on pouvait réduire ces dépenses pour investir un peu plus dans la formation des directions d'école publiques. Parce que moi, je rencontre plusieurs directeurs de lycées particulièrement. Ils ont soif d'apprendre. Ils veulent que les lycées redeviennent des écoles de référence. Donc, si on réduirait les dépenses inutiles, et je dirais des dépenses à impact individuel, à effet individuel, pour investir un peu plus dans des projets à impact collectif, à effet collectif. Je pense qu'il faut absolument une autre vision politique, une autre vision économique pour réduire les inégalités sociales qui tuent notre pays. Alors, professeur Guettienne, l'autre question aussi, c'est que la plupart des écoles en Haïti sont privées. C'est dommage. C'est dommage. Je le dis très sincèrement. Ça peut-être choquer des gens d'entendre un directeur d'école privée dire qu'il est absolument temps que les écoles publiques, que les lycées redeviennent des écoles de référence. Qu'est-ce qui justifie cette prolifération d'écoles privées? C'est parce que les écoles publiques ne répondent pas à leur mission. Et si on déplace le problème vers les études supérieures, c'est le même problème. L'Université d'État d'Haïti ne répond pas à sa mission, ne répond plus à sa mission.
automatiquement le champ est libre pour la création de multitudes d'universités. Or, tout le monde sait que une université est un centre de recherche. Or, comment... Regardez par exemple à Tiojo. Hier, je passais du côté de Tiojo et je comptais le nombre de banderoles qui annoncent des universités. Mais c'est parce que l'Université d'État d'Haïti a failli à sa mission réelle, qui est le développement, qui devrait être un centre de recherche et un centre de production, non seulement de projets, mais de mise en place de ces projets-là aussi. L'école, il y a autant d'écoles privées parce que les écoles publiques ne répondent pas à leur mission. Mais il est absolument temps que les écoles publiques redeviennent des écoles de référence. Parce que combien d'enfants peuvent se payer une école privée? Et combien d'enfants sont des Steve Jobs qui se promènent dans la rue? Combien d'enfants de rue auraient la possibilité de devenir de grands savants, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ne vont pas à l'école? L'école publique ne répond pas. Ces écoles publiques sont remplacées par beaucoup d'écoles privées, mais qui donnent quoi comme qualité? Je suis directeur d'école privée, mais je suis préoccupé tous les jours par la qualité du service que nous offrons. Une école ne vend pas, une école offre un service. Donc il est temps que les écoles publiques redeviennent des écoles de référence et qu'on permette aux enfants, que le système éducatif permette à tous ces petits génies qui se promènent dans la rue, qu'ils deviennent effectivement des génies réels et qu'ils soient capables d'utiliser leur potentialité et qui participeront demain dans le vrai développement durable du pays. Parce que le développement durable du pays ne peut se faire que par les Haïtiens. Alors, vous pensez qu'il serait absolument nécessaire à ce que les prochains dirigeants de ce pays augmentent le budget alloué à l'éducation nationale? Ma première réponse serait que les prochains dirigeants allouent 100% du budget à l'éducation. Bon, j'exagère, mais volontairement. C'est pour vous dire comment je pense que l'éducation est la seule porte de sortie du pays. Encore une fois, quand on regarde les pays qui se développent à travers le monde, sont des pays qui accordent une importance capitale à leur système éducatif. Mais non pas en quantité seulement, mais en quantité et aussi en qualité. Donc il faut absolument, moi j'ose espérer que tous ces candidats qui mettent l'accent sur l'importance de l'éducation dans le pays, quand celui qui deviendra président, que ça ne soit pas un vœu pieux pour être président. Je dis que je vais envoyer tout le monde à l'école. Maintenant, je suis président, j'ai d'autres préoccupations. Il faudrait que la préoccupation, c'est pas parce que je suis dans l'éducation que je le dis, que la préoccupation principale d'un gouvernement, que ça soit un système éducatif répondant aux besoins de développement réel de la communauté et du pays. Il y avait le programme Sugo. Selon vous, on pourrait revisiter ce programme? C'est toujours le même aspect de la quantité d'élèves qui vont à l'école, de tous ces élèves qui vont à l'école. L'ancien régime disait quoi? Nous avons envoyé millions d'enfants à l'école. Mais quelle école? C'est toujours la question que moi, en tant qu'éducateur, je me pose. Envoyer des millions d'enfants à l'école, c'est une obligation. Mais les envoyer dans des écoles de qualité, c'est aussi une obligation. Donc, plus on peut avoir des projets de développement pour envoyer le maximum d'enfants à l'école, mieux ça vaut. Mais aussi, je pense que c'est possible que des écoles de qualité dans ce pays donnent la main à des écoles pour des enfants nécessiteux. Parce que, je vous assure, je crois fermement qu'au point de vue intelligence, on peut trouver autant d'enfants dans les écoles nécessiteuses que dans les écoles UP du pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner la chance à chaque enfant de devenir un vrai acteur de changement de sa communauté. Et ceci, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit sa situation socio-économique, quelle que soit la situation sociale, socio-économique des parents, offrez à chaque enfant du pays la possibilité de devenir un vrai acteur de changement.
sur les 10-15 prochaines années, on commencera déjà à sentir la différence. Moi, quand je parle d'un système éducatif répondant à des besoins de développement, je ne parle pas du système qui devrait porter les enfants à mémoriser dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Mais à quoi ça va servir? Moi, je crois qu'une question clé, une question nécessaire, une question indispensable dans tout système éducatif, ce que les enfants apprennent, à quoi ça va servir. Alors, donc, vous dites que le système est en agonie, mais ce n'est pas une cause perdue. Jamais. Non, la cause n'est pas perdue. Au contraire, moi, je pense que face à la détérioration du système éducatif, il faudrait que les éducateurs se mettent ensemble, que les responsables de l'État, que tout un chacun se considère comme un puissant éducateur. Et je suis convaincu, je répète et je martèle, je suis convaincu que la cause n'est pas perdue. Parce que j'ai tendance à dire que le pays est trop riche pour être considéré comme un pays pauvre. La richesse, ce sont les jeunes cerveaux de ce pays. Là, il y a une vidéo qui se promène sur YouTube. Comment des enfants ont fabriqué des jeux. Ils ont eux-mêmes imaginé leurs jeux. Ils ont fabriqué avec quoi? Avec des boîtes de Juna vides, avec des boîtes de... Mais des boîtes de n'importe quoi vides. On a fait l'expérience au collège 4 Pressoir avec des enfants de 5-6 ans. Nous leur avons dit, imaginez un robot, fabriquez un robot. Imaginez, concevez, fabriquez. En disant aux parents, pas un centime de dépenses pour les enfants. Laissons les intelligences de l'enfant, laissons les capacités des enfants se promener, laissons les enfants la chance d'exploser. Mais il faut voir, les enfants sont venus avec des modèles de robots incroyable. Alors, professeur Guy-Étienne, pour terminer, donc c'est pas une cause perdue, il faut qu'on y travaille, mais si on n'arrive pas à redresser la barre en ce qui concerne le système éducatif haïtien, l'avenir du pays, comment vous le voyez? Moi, je dis qu'une génération, que les hommes peuvent mourir à un certain moment. Moi, j'ai une date d'expiration, je vais disparaître à un certain moment. Mais il ne faut pas que le collège 4 Pressoir disparaisse. Je travaille de telle sorte que à ma mort, que le collège continue à aller encore beaucoup plus loin. Le système éducatif, un pays ne meurt pas. Un pays peut être mis en situation difficile par les politiciens qui ne comprennent pas certaines fois que ce n'est pas l'individualisme qui peut sauver le pays, mais c'est le collectif. Ce n'est pas le désir d'être quelqu'un de personnel. Ce n'est pas l'envie d'être un leader qui paraît partout. C'est l'envie de faire de chaque citoyen du pays un vrai leader. Le pays ne peut pas mourir. J'ose espérer que le nouveau président et le nouveau gouvernement qui prendront le pays en charge comprendront l'importance, la nécessité, l'obligation de reformater le système éducatif et l'obligation d'offrir à chaque enfant, quelle que soit sa situation, la chance de réussir sa vie. Il est important de changer de logiciel. Tout à fait, tout à fait. Il faut absolument changer, il faut adapter aux grands besoins de développement. Parce que je vous dis, là maintenant nous sommes en train d'utiliser les livres numériques au collège 4 Pressoir. Mais il faut voir comment les enfants abordent l'apprentissage d'une autre façon. Nous devons avoir le courage d'accepter, par exemple, que les élèves mettent en doute ce qu'un professeur vient dire en salle de classe. Le professeur vient dire en salle de classe ou vient débiter un savoir, mais qui est disponible maintenant partout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Changer de système, changer de logiciel, j'aime bien l'expression, que le professeur ne soit plus là comme celui qui vient débiter le savoir, mais qu'il soit là comme celui qui va guider les enfants, comme celui qui va participer à la formation ou qui va permettre à l'enfant de s'identifier, de s'épanouir, de se connaître et de savoir, d'intérioriser qu'il a de grandes capacités. Les connaissances sont disponibles. Tout le monde a accès aux connaissances maintenant. Le rôle de l'éducation doit changer. Le rôle de l'école doit changer. L'école ne doit plus être l'entité qui débite le savoir, mais l'entité qui permet aux enfants d'organiser le savoir et d'organiser leur vie pour qu'ils deviennent des acteurs de changement. Alors, merci beaucoup, monsieur Guy-Étienne, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci. Ça a été un réel plaisir. Je suis toujours à votre disposition.
Alors, comme annoncé, nous avons avec nous le professeur canadien Jean-François Savard du Québec. On va parler de politique publique. Professeur Savard, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux sur RFM. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Alors, professeur Savard, vous êtes en Haïti et vous travaillez, vous enseignez aussi à l'ENAP, l'École nationale d'administration en Haïti. Alors, on parle beaucoup du concept des politiques publiques. C'est quoi ce concept politique publique? Une politique publique, en gros, c'est... alors, ça peut être plusieurs choses. On pense souvent à un document de l'État, là, mais en réalité, une politique publique, c'est un ensemble d'actions que l'État va entreprendre dans le but de résoudre un problème ou dans le but, je dirais, de s'attaquer à un enjeu. Prenons pour un exemple assez simple pour bien illustrer notre propos. On a un problème en ce moment de choléra en Haïti. On a d'autres maladies. On aimerait se donner un plan pour être capable de pouvoir éradiquer la maladie. Alors, donc on va se fixer des objectifs, on va planifier des actions, et en fonction de ces objectifs, ces actions, on va se donner les moyens pour mettre en œuvre tout ça. Et puis, tout ça ensemble, ça forme une politique publique. Alors, professeur Savard, au Québec, au Canada, comment ça se passe? Au Québec, alors c'est une très bonne question. Parce que le Québec et le Canada ont à peu près... en ce moment, je dirais que les techniques deviennent de plus en plus similaires. Il y a 10 ans, le Canada était encore dans un contexte un peu moins formalisé. Quand je parle du Canada, je parle du gouvernement fédéral. Et alors qu'au Québec, déjà, on avait amorcé une plus grande formalisation des politiques publiques. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des pratiques assez similaires. Le gouvernement va publier un énoncé de politique. Par exemple, on pourra voir politique nationale de lutte à l'itinérance au Québec ou stratégie de cultivons l'avenir pour le gouvernement fédéral. Et donc, vraiment, où là, on a des documents qui présentent la nature du problème, qui présentent les objectifs que le gouvernement cherche à atteindre, les axes d'intervention que le gouvernement se donne, et puis un peu une espèce de planification, on fait une promesse d'action sur un certain temps que le gouvernement veut entreprendre. Donc on voit que de plus en plus le gouvernement s'intéresse à ça le gouvernement cherche de plus en plus à aller chercher des équipes ou aller chercher des expertises externes également. Et la grande tendance en ce moment au Canada et au Québec, c'est d'engager la société civile dans la préparation de ces politiques-là. Autant en fait dans la formulation des politiques qu'après dans la mise en œuvre des politiques. Ça, c'est vraiment... il y a beaucoup de travaux en ce moment, autant au Canada qu'au Québec, qui portent sur comment réussir à bien engager la société civile dans ces politiques-là. Alors, dans un pays comme Haïti, je rappelle que vous enseignez à l'ENAP, dans un pays comme Haïti où les ressources sont limitées, j'imagine que l'élaboration de politiques publiques s'avère absolument nécessaire. C'est pas à moi à juger de ça. Par contre, je peux me faire un peu le rapporteur de ce que mes étudiants, qui sont eux, haïtiens, me disent. Et eux, effectivement, comme vous le dites, soulignent l'importance ou le caractère essentiel de développer des bonnes politiques publiques. Mais l'observation que moi je fais en Haïti, c'est que c'est pas un problème de formulation de politique publique. Alors, j'interviens depuis maintenant 4 ans ici à former des étudiants haïtiens en politique publique. Et à chaque fois, c'est un peu le constat que je fais, c'est-à-dire, c'est des gens brillants et qui... alors, j'ai travaillé au ministère de la Santé, j'avais des étudiants qui ont eu à revoir et à reformuler la politique de santé publique. Ils m'ont transmis l'énoncé qui avait été fait. C'est très bien fait. Alors, en termes de formulation, on arrive à formuler de belles politiques publiques, de belles lois. Le problème, c'est surtout le passage à l'application, le passage à l'action. Quand on arrive à la mise en œuvre, c'est souvent là où le bas blesse et que là arrivent des difficultés pour réaliser cette politique-là. Comment selon vous on pourrait y arriver? Encore une fois, c'est une très bonne question. C'est une question, je dirais, c'est plus à des Haïtiens qu'il faudrait poser la question comme ça, parce que les facteurs... En fait, je pense que la première chose à faire, c'est d'arriver à bien comprendre pourquoi ne fonctionne pas le passage à l'application. Et là, parce que c'est pas uniquement une question d'un manque de ressources, c'est pas uniquement une question de manque d'expertise, c'est très certainement des facteurs à considérer, mais il y a un facteur aussi culturel, je pense dont il faudrait tenir compte. Il y a aussi, il y a peut-être un manque de volonté politique parfois.
Et là, je sais qu'on est en campagne présidentielle et c'est pas une critique, là, je dis tout de suite, c'est pas une critique de la présidence parce que cette volonté politique-là doit venir de tous les instances politiques, tant au niveau local et on remonte ça là, jusqu'au niveau présidentiel, des législations. Donc, ça prend un engagement politique de la part de tous les élus à ce que les politiques publiques puissent se réaliser. Et ça, de toute façon, on va le noter également dans des pays comme le Canada, les États-Unis. Quand il y a un manque de volonté politique, si on voit par exemple aux États-Unis les difficultés à mettre en application l'Obamacare, l'obstacle principal, c'était un manque de volonté politique de la part du Congrès. Et donc ça, c'est un autre facteur. Il y a peut-être aussi des facteurs plus structurants qui peuvent l'expliquer aussi. Des difficultés d'atteindre des régions, par exemple, si on pense à des politiques territoriales, il peut manquer des infrastructures. Donc, pour arriver à bien comprendre, à bien saisir pourquoi il y a cette difficulté-là, il faudrait vraiment réussir à cerner d'abord l'ensemble des facteurs. Puis une fois qu'on aura réussi à cerner l'ensemble des facteurs, là, on pourra voir vraiment comment réussir à améliorer ces politiques-là. En fait, la mise en œuvre des politiques. Alors, concernant la société civile, l'implication de la société civile, elle est importante en ce qui concerne l'élaboration des politiques publiques. On sait, par exemple, en Haïti, il y a des tentatives qui se font en ce qui concerne l'élaboration du budget. On essaie d'impliquer la société civile. Vous pensez que c'est pas dans la bonne direction? Oui. Après, il faut voir la nature de la problématique aussi. Hein? Alors, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a des politiques qui exigent une réelle expertise, une expertise très poussée. Où là, parce qu'il faut voir ce qu'on veut dire par engager la société civile. Engager la société civile, ça ne veut pas dire qu'il faut constamment consulter toute la population sur un projet de politique publique. Consulter la société civile, ça peut être aussi de dire, on a des comités d'experts, on va aller voir vers nos comités d'experts si les projets qu'on veut mettre en œuvre, si les politiques qu'on veut formuler répondent aux besoins, en fait. Un exemple que je donne souvent, c'est si vous voulez développer une politique qui vise à protéger vos espèces marines, consulter la population générale ne va pas aider. Là. Ce que vous avez besoin, c'est des scientifiques qui comprennent tout l'écosystème marin et qui, eux, vont être à même de bien conseiller le gouvernement. Après, si on tombe, un des exemples qu'on a eu au Québec tout récemment, c'était le débat sur l'aide médicale à mourir. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on peut, comme société, accepter que des médecins mettront fin à la vie d'une personne parce que la personne a trop de souffrance? Mais là, on n'est pas juste dans le médical, on est aussi dans les questions de valeurs profondes d'une société. Alors, on ne peut pas juste à ce moment-là prendre des décisions, formuler une politique seulement sur la base d'informations médicales, d'informations scientifiques. Il faut aussi voir la population elle-même, du point de vue des valeurs, comment elle voit le débat sur l'aide médicale à mourir, comment on voit cet enjeu-là. Et donc ça, à ce moment-là, oui, là, c'est important de consulter une population dans son entier. Donc à partir du moment où on a compris que consulter la société civile, ça ne veut pas dire d'être constamment en train de consulter tout le monde. Alors oui, moi je pense que c'est important pour deux raisons. Première raison, c'est que ça permet au gouvernement d'aller chercher une expertise qui n'est pas nécessairement au ministère ou qui n'est pas nécessairement au gouvernement. En même temps, ça permet au gouvernement d'aller chercher une vision d'un enjeu que les citoyens peuvent avoir, mais que les responsables du gouvernement n'auront pas. Et ça permet aussi, deuxième point, d'aller chercher un consensus au sein de la population. Parce que la population aura été engagée dans ce processus-là, et ce ne sera pas seulement une politique qui va lui être imposée. On sait que le partenariat public-privé est très à la mode aujourd'hui en ce qui concerne l'élaboration de politiques publiques. Comment travailler avec le secteur privé, notamment pour booster l'économie, aboutir au développement économique? Vous avez des exemples? En fait, le rôle, c'est une très bonne question. Clairement, il faut aussi que quelque part, puis bon, hier, nous étions ensemble à un événement, et ce qu'on entendait, c'était très encourageant d'entendre le président d'une chambre de commerce à Haïti-Canada nous dire que il faut que le secteur privé travaille en partenariat avec le secteur public dans le développement de meilleures politiques. C'est extrêmement encourageant. Ici, je dirais deux choses. D'abord, il ne faut pas penser que c'est au secteur public à développer le secteur des affaires. Donc, il ne faut pas penser que c'est au secteur public à créer des sociétés, à développer des sociétés. Dans certaines occasions très précises, on peut le faire.
Pensons, donc, vous donnez l'exemple du Québec, on pourrait penser au Québec à Hydro-Québec, qui est une société d'État, mais qui a été créée pour des raisons très spécifiques, qui n'étaient pas liées uniquement aux questions d'affaires. Je dirais ici que le secteur névralgique, pas le secteur névralgique, mais plutôt, le rôle névralgique ici du secteur public dans le développement des affaires, c'est de mettre en place des conditions favorisant le développement des affaires, ou on pourrait dire des conditions qui rendent possible le développement des affaires. Et donc, par exemple, faire des affaires. Si vous avez une usine qui construit des produits et que ces produits-là doivent être vendus dans le pays, il faut qu'il y ait des infrastructures de transport qui permettent un transport efficace. On parlait, avant l'entrevue, on parlait des embouteillages, des bouchons qu'on a dans Port-au-Prince. C'est sûr que ça freine le développement économique. Alors, c'est au secteur privé ici, public, de mettre en place des infrastructures, des conditions qui font qu'on puisse faire des affaires. On peut penser à toutes les améliorations qui ont été apportées à l'aéroport Toussaint-Louverture. Ces améliorations-là, c'est des conditions qui favorisent des investissements étrangers et donc qui favorisent le secteur des affaires. Alors, on pourrait multiplier des exemples comme ça, mais en même temps, c'est pas uniquement le rôle du gouvernement, donc du secteur public, à tout mettre en place. Le secteur des affaires qui va pouvoir bénéficier, qui va pouvoir faire des profits à partir de ces conditions-là, peut aussi participer. Les partenariats public-privé, c'est un exemple de participation. On peut dire, on va développer, par exemple, on est prêt à développer un parc industriel, mais on va demander un appui financier du secteur privé pour qu'il puisse le développer. À ce moment-là, cet appui financier-là du secteur privé, le secteur privé va en bénéficier de toute façon. Mais cet appui-là, c'est que ça permet au secteur public d'aller chercher des ressources auxquelles il n'y a pas accès et stimuler par le fait même le développement économique. Et si on stimule le développement économique, on stimule le développement de l'emploi. Puis si on stimule le développement d'emploi, on enrichit la population. Après aussi, l'autre chose qu'il faut voir, c'est que le rôle du secteur public dans le développement des affaires, c'est que c'est bien beau d'avoir un investisseur qui se dit, moi, je suis prêt, qu'il soit étranger ou haïtien, là, il dit, moi, je suis prêt à ouvrir une usine. Il faut qu'il y ait accès à la main-d'œuvre qualifiée. S'il n'y a pas accès à la main-d'œuvre qualifiée pour produire ses produits, il va faire quoi? Alors, c'est là où le secteur public peut entrer en jeu en disant, en soutenant le développement de la formation professionnelle. Et là, en développant la formation professionnelle, il va pouvoir donner au secteur privé la chance d'avoir un bassin. Enfin, il va faire deux choses. Il va donner au secteur privé la chance d'avoir un bassin de main-d'œuvre qualifiée, mais en même temps, il permet le développement de l'emploi. Et par la suite, les gens qui trouvent un emploi, ça devient des contribuables. Et c'est comme ça qu'on réussit à augmenter le trésor national ou à augmenter, si on pourrait parler par exemple du PIB ou du revenu moyen. Je dirais la dernière chose que le secteur public peut faire en partenariat avec le secteur privé, je vois deux choses. D'abord, permettre d'avoir des politiques, on pourrait dire, permettre une meilleure redistribution des richesses. Parce que le secteur privé a non seulement besoin d'un secteur de pouvoir exporter, mais il faut aussi un commerce intérieur. Alors, on sait qu'en ce moment, le revenu moyen en Haïti est de 820 $ par habitant par année, alors que on parle d'à peu près 50 000 $ au Canada. C'est sûr que quand vous avez 50 000 $, ça vous crée un marché intérieur beaucoup plus dynamique qu'à 820 $. Je ne dis pas qu'il faut du jour au lendemain, je ne dis pas qu'il faut viser 50 000 $ en Haïti, mais il faut très certainement viser plus haut que 820 $. Et donc, en ayant des meilleures politiques de redistribution des richesses, on va venir équilibrer ce revenu-là, mais on va créer un marché qui permet à des gens d'affaires de vendre leurs produits. Et ça, c'est du Fordisme pur et dur, là. C'est vieux comme la terre, cette théorie-là, mais ça fonctionne, c'est ce qu'il faut. Et après aussi, le secteur privé peut participer, par exemple, quand on pense à des fonds de fonds de retraite, il y a des États où les employeurs doivent contribuer à 20, 30, 40% du fonds de retraite de leurs employés. Donc, pour chaque 1000 $ qu'un employé aura gagné, ou pour chaque 1000 $ qu'un employé aura investi dans un fonds de retraite, l'employeur ajoutera un 300 $. Ça fait partie des avantages qu'un employeur va donner à ses employés. Ce qui fait qu'au
je sais pas, 35 ans, 40 ans après, quand la personne prend sa retraite, elle a un fonds beaucoup plus grand pour prendre sa retraite et maintient un niveau relatif de vie, donc maintient un niveau, un pouvoir d'achat relativement similaire, ce qui permet de maintenir la dynamisation des marchés. Donc pour terminer, professeur Jean-François Savard, donc les politiques publiques, on peut dire que c'est important. Oui, ben c'est l'action d'État. Les politiques publiques, c'est l'action d'État. Et c'est ce qui permet à un État d'affronter les problèmes qui se présentent devant lui. Alors merci d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un très, très grand plaisir et un très grand privilège. Merci beaucoup. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. 3 invités étaient au programme aujourd'hui. Le professeur Ronnie Desroches de la Société civile, le professeur Guy Etienne et le professeur Jean-François Savard. La reprise de cette émission est à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.